Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré les représentants de l'opposition congolaise, notamment la coalition Lamuka dirigée par Martin Fayulu. Vous allez suivre Prince Epenge dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa a dirigé une rencontre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la délégation de l'Émirat du Qatar conduite par son Altesse tchèque Samour Bin, membre de la famille régnante. Au cœur de cette rencontre, la présentation d'une lettre d'intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars américains en RDC. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacquemin Chabani s'est entretenu avec les caucus des députés nationaux du Haut-Katanga au menu de leur échange des questions sur les gouvernorats de la province ainsi que celles liées à la mairie de Lubumbashi. Vous allez suivre le député national Serge Koundé dans cet extrait choisi pour vous par notre rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré les représentants de l'opposition congolaise, notamment la coalition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu. Je vous laisse suivre Prince Epenge, l'un des communicateurs de cette coalition. Suivez. La coalition d'opposition Lamuka, conduite par son président Martin Fayulu, était en entretien ce matin avec M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, où on a été discuté de la situation politique et sécuritaire dans le pays de Lumumba. Nous avons mis un accent particulier à travers la bouche du président Martin Fayulu pour demander à M. Jean-Pierre Lacroix, qui allait voir Félix Tshisekedi cet après-midi, que les Nations Unies appliquent sa propre résolution, la résolution 2773. Mais nous avons également demandé à M. Jean-Pierre Lacroix que nous, la Moukanoua de Congo, la priorité c'est un cessez-le-feu immédiat. Il faut que les armes se taisent et soient mises à terre. Et en troisième position, nous avons démontré à M. Lacroix la nécessité et l'urgence d'un dialogue national inclusif. Autre chose, les commandants sectaires opérationnels Ituri appellent les unités engagées à la discipline. Le général Bruno Mandefo demande au chef de groupement de la chefferie de Mombasa de collaborer en demandant surtout les éléments des CRP Zahir alliés au M23 en fuite pour un retour de la paix. Sur les détails avec Naomi Katakou. Cette position de réjouissance a été motivée de plus, non seulement par l'arrivée des forces de défense et de sécurité dans ces entités situées en territoire d'Ndjougou, mais aussi les dépôts des armes par plusieurs combattants à Mabanga, Nizi, Iga Barrière et d'autres entités. Les militaires qui sont arrivés ici, c'est pour nous protéger et nos biens. Nous remercions beaucoup le général du secteur pour nous avoir donné la paix ici à Mabanga. On fouillait chaque jour, mais aujourd'hui, nous sommes libres et nous sommes très contents. Vous avez fui vers Lalou, Dala, il y avait vraiment de la peine. Les gens passaient nuit à la Belle Étoile sans même manger. Nous sommes allés voir le gouverneur, il nous a écoutés franchement et il a promis de déployer les militaires. Et réellement, les militaires sont arrivés ici sans combat, sans même crépiter un coup de balle. Lors des différentes cérémonies, ces chefs miliciens disent avoir répondu à l'appel du chef de l'État. C'est lui de déposer les armes. Ceux qui sont arrivés ici sont les FARDC, l'armée congolaise, et non des étrangers. Ils sont là pour protéger la population et leurs biens. Comme nous avons remis les armes, nous allons revenir dans la vie civile. Si vous avez votre frère qui a fui avec l'arme où il a caché, dites à lui de rentrer. Si on met la main sur lui sans se rendre, il ira en prison.
Comme on est congolais, nous ne pouvons pas rentrer en bourse et c'est comme ça que nous sommes dans la cité. Cette série de dépôts d'armes par plusieurs miliciens à Ituri marque une étape importante dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, une vision nette et voulue par le président de la République démocratique du Congo, ici à Ituri, c'est le lieutenant-général Luboya Nkashama Djoni qui incarne sans vergogne ses vœux du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons en Ituri où, face aux défis persistants de l'état des sièges en Ituri, l'Union européenne et l'administration militaire intensifient leur collaboration pour répondre aux exigences sécuritaires, humanitaires et relancer l'économie locale. C'était à Bunia entre le gouverneur militaire Luboya Nkashama Djoni et les représentants spéciaux de l'UE. Suivez. En Ituri, province de l'Est de la République démocratique du Congo, l'espoir renaît malgré des années de violence et d'insécurité. Mercredi 3 septembre 2025, Bunia a reçu une visite officielle de Joa Borgostam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Le diplomate suédois a été accueilli par les gouverneurs militaires de la province, le lieutenant-général Luboya Nkashama Djoni, pour une audience officielle au programme sécurité, assistance humanitaire et relance du développement local. Ma visite ici, cela s'inscrit aussi dans les efforts de la population et de l'Union européenne de montrer très clairement le soutien pour les autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans l'est du pays. L'Ituri démontre aujourd'hui des signes positifs de la reprise et des développements. Et c'est là, contrairement à certains clichés, cette province s'efforce de tourner la page de l'insécurité et bâtir un avenir meilleur. L'échange apporté sur l'état des sièges en vigueur qui vise à neutraliser les groupes armés et restaurer la sécurité. L'accent a également été mis sur la protection des populations déplacées et la réhabilitation des infrastructures essentielles. Et donc, c'est quand même très impressionnant pour moi de revenir sur le terrain, pas dans des circonstances idéales. On est très bien conscient de la souffrance des populations, mais en même temps très impressionnant de voir comment Bunia se développe et l'espoir qui est toujours ici parmi la population. L'Union européenne reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Ces initiatives illustrent notre volonté d'accompagner la province vers la stabilité et le développement, a-t-il laissé entendre. Dans le cadre de ces stratégies de redynamisation plutôt et élargissement de sa base militante sous la direction de son président national Ali Koutoumissa, le Parti national du renouveau pour le développement PNRD a organisé le week-end dernier une cérémonie solennelle d'adhésion massive. L'activité a eu lieu au siège national du parti dans la commune de Lema. Suivi. Cet événement avait pour objectif d'accueillir officiellement les nouveaux adhérents promis, cadres et membres du Parti national du renouveau pour le développement PNRD. Parmi les personnalités intégrées figure Prince Nkidi, chef d'équipe des nouveaux adhérents. Le président national Ali Koutoumissa a prononcé un discours de réconciliation saluant l'engagement des nouveaux membres et rappelant que le PNRD est un parti de proximité. Il a invité les nouveaux camarades à un engagement sincère, les exhortant à contribuer activement à la redynamisation du parti et au développement de la République démocratique du Congo. Voilà donc nous venons de finir notre cérémonie d'adhésion qui marque pour nous le début de l'implantation et de la redynamisation du parti à travers le pays et à travers la ville de Kinshasa particulièrement. Donc comme nous l'avons promis, en janvier nous avons eu le congrès qui nous a donné la responsabilité de redynamiser le parti. Donc à partir de ce moment,
nous lançons officiellement les activités d'implantation du parti. À cette occasion, Ali Koutou Kadila a procédé à la remise des insignes du parti à chaque nouveau adhérent, marquant symboliquement leur intégration et leur engagement. Un moment fort de la cérémonie a été les mots de remerciement adressés par le prince Nkidi au nom de tous les nouveaux adhérents. Il a exprimé sa gratitude envers le président national et les comités directeurs pour la confiance placée en eux. Et il revient aujourd'hui à nous, membres adhérents, de témoigner la grandeur de ce parti politique, raison pour laquelle, de partout où vous êtes, vous nous voyez en train de fêter, d'être dans la joie. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du Parti national du renouveau pour le développement, PNRD, sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose, la première ministre Judith Suminwa a dirigé une rencontre entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la délégation de l'Émirat du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Samir Ben, membre de la famille régnante. Au cours de cette rencontre, la présentation d'une lettre d'intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars américains. Commentaire avec Léonce Gimbi. Selon Cheikh Mansour bin Jabor bin Chassim Al-Thani, ces partenariats stratégiques associent l'entreprise privée Al-Mansour Holding et la RDC. Ils visent à toucher de multiples secteurs clés du gouvernement national, parmi lesquels la pêche et l'élevage, l'environnement et la gestion des déchets, la santé publique et l'industrie pharmaceutique et la formation professionnelle, les infrastructures, les finances et banques, la cybersécurité, les mines, les hydrocarbures et raffinage, l'agriculture, etc., etc. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. De son côté, la Première ministre a salué cette initiative qu'elle considère comme une illustration de la politique d'ouverture de son gouvernement aux investissements privés. Elle a assuré les investisseurs qataris sur la qualité du climat des affaires congolais et l'accompagnement de l'exécutif. Restons à la primature où la première ministre Judith Suminwa multiplie des efforts pour garantir un climat des affaires apaisé au pays dans un contexte de défis majeurs liés à la crise sécuritaire dans la partie est du pays. C'est dans cette optique que la chef du gouvernement, entourée de quelques ministres sectoriels, a échangé avec la délégation de la FEC sur les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Commentaire suivant. À l'issue de la réunion, le président national de la FEC, Robert Malumba, est revenu sur l'essentiel des sujets abordés qui touchent les secteurs économiques au pays. Nous étions venus parler principalement du climat des affaires. Les secteurs privés avaient certaines préoccupations majeures. Il fallait partager avec Madame la Première ministre, notamment. On s'était convenu, il y a plus de 6 mois, qu'on devrait instaurer un cadre de concertation entre les secteurs privés et les gouvernements. Les secteurs privés se considèrent, et l'AFEC particulièrement, les partenaires privilégiés du gouvernement de la République. Mais sans ce cadre de concertation, on ne pouvait pas admettre qu'on fonctionne chacun dans son coin. Et il y a aussi notre deuxième point. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des projets de loi de finances 2026 qui est sous chantier et le secteur privé n'est pas associé. On ne peut pas faire des choses pour faire appliquer à certaines personnes qui ne sont pas concernées. Le secteur privé n'a pas intention de venir imposer, mais il a besoin d'être associé à cette étude, à cette élaboration, pour qu'il n'y ait pas de bavure les mois à venir
comme c'est le cas que nous connaissons aujourd'hui. Une requête qui rentre parfaitement dans la vision de gouvernance de la première ministre. Lors de la présentation de son programme d'action, elle avait assuré que désormais le budget doit être l'affaire de tous au moment de son élaboration et de la mise en œuvre. En outre, bien d'autres sujets étaient sur la table des discussions, en l'occurrence ceux relatifs au marché public et au secteur minier. C'est d'une oreille attentive que la patronne de l'exécutif central a écouté les doléances de la FEC, partenaire de son gouvernement. Selon Robert Malumba, elle promet d'y répondre dans les meilleurs délais. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, s'est entretenu avec les caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Au menu de leur entretien, plutôt les questions sur les gouvernorats de la province ainsi que celles liées à la mairie de Lubumbashi. Suivez les députés nationaux Serge Condé dans cet extrait choisi par Bénédicte Mwaka. Les élus du caucus de la province du Haut-Katanga, nous sommes venus voir l'autorité de la territoriale nationale de la RDC, c'est-à-dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a reçus. Et notre rencontre a été basée sur deux préoccupations, comme vous le savez. Dans notre province, le Haut-Katanga, il y a la problématique du gouvernorat et de la mairie de la ville de Lubumbashi. Nous avons échangé avec l'autorité parce que la population voudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le quid de l'absence de l'autorité à la tête de la province et tout ce qu'il y a comme désordre au niveau de la mairie de Lubumbashi. Et nous avons été mandatés par la population qui nous a élus. Et voilà la raison de notre présence ici au ministère de l'Intérieur. Les deux dossiers sont en cours de traitement et le VPM nous a promis, bientôt les services vont arriver à terme de toutes ces deux résolutions et la paix va continuer, va reprendre et la population va retrouver sa quiétude qu'elle attend. Nous sommes ici à porter main forte au VPM et jusque-là nous pensons que les décisions que le VPM est en train de prendre ne vont pas à l'encontre de l'attente de la population. Parce que chaque fois que le VPM prend une décision, nous sentons une quiétude, nous sentons la paix. Donc ce sont des décisions qui apportent la stabilité au sein de notre population. Donc nous sommes là pour l'accompagner. Le VPM a sollicité notre accompagnement. Nous avons aussi sollicité le rencontrer pour avoir des éléments avant de l'accompagner. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que notre population retrouve cette tranquillité tant attendue. Clôture par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à Kinshasa, de l'atelier sur la stabilisation des institutions provinciales, un tournoi décisif pour une gouvernance apaisée, stabilité des institutions provinciales et cohésion nationale. Suivez. Durant 2 jours, les membres des bureaux des assemblées provinciales ainsi que ceux des exécutifs provinciaux, tous participant à cette séance de travail stratégique, ont été outillés davantage sur le fonctionnement des institutions provinciales et leur rapport avec le gouvernement central, la gestion des finances publiques provinciales et les mécanismes de contrôle ainsi que les enjeux sécuritaires du pays. Conformément aux instructions données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 44e réunion du Conseil des ministres tenue le 23 mai 2025 sur la stabilité des institutions provinciales. Dans son mot de clôture, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, a appelé ses participants au respect des résolutions prises afin de garantir le bon fonctionnement et la stabilité des institutions provinciales. Très chers participants, je ne peux finir ce mot sans vous remercier aussi et vous féliciter pour votre participation active aux travaux de cet atelier. Je vous engage donc au respect des résolutions ainsi prises afin de garantir le bon fonctionnement et la stabilité de nos institutions provinciales.
À l'issue de ces assises, les participants ont signé un acte d'engagement pour la prévention et la résolution durable des crises institutionnelles, parmi lesquelles la mise sur pied d'un cadre permanent de concertation interne et interinstitutionnelle, la bonne exécution des recommandations formulées par l'Assemblée provinciale dans le respect des lois et règlements du pays, résister collectivement à toutes les manipulations politiciennes et diversifier les sources de recettes au niveau provincial et augmenter les capacités de mobilisation de recettes. Les participants ont formulé également plusieurs recommandations au gouvernement central, notamment le paiement régulier des frais de fonctionnement des institutions provinciales. Je vous laisse suivre la réaction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur concernant ce qui exige les dialogues après avoir pris les armes contre leurs propres frères et sœurs. C'était lors d'un briefing animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche et qui recherche des informations sur cette crise, connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise, quel rôle joue M. Kabila dans cette crise. Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Massissi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Massissi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, urbanisme, aménagement du territoire a présenté le bilan infrastructurel du gouvernement Fifi Masuka après 12 mois. Suivez. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire était ce lundi 1er septembre devant la presse locale et quelques responsables des différentes composantes de la société civile pour présenter les bilans infrastructurels du gouvernement provincial 12 mois après son investiture. Moïse Moukepe Kailou a mis en lumière tous les efforts déployés par le gouvernement Masuka dans tous les domaines de la vie sociale, des avancées significatives qui marquent un tournant pour cette province et témoignent de l'engagement de la gouverneure Masuka Saini-Fifi à améliorer davantage les vécus quotidiens des populations, notamment par la construction des écoles modernes, hôpitaux, 215 km à Kolwezi et plus de 100 km autour des Kolwezi et d'autres projets ambitieux dans tous les territoires. Le ministre provincial a évoqué l'évolution des travaux de construction des routes provinciales Sanka-Dilolo et Kolwezi-Solwezi, 2 grands corridors à impact socio-économique considérable pour les Lualaba.
S'agissant des travaux de construction de la route nationale numéro 39 dans son tronçon compris entre Tchamanzaka et Loulou, le patron des infrastructures en province a réitéré l'engagement du gouvernement provincial à léguer aux générations futures des infrastructures de qualité et durables. Il a appelé les usagers de cette route au calme tout en dénonçant les actes de vandalisme perpétrés par les habitants des Loulou qui plus d'une fois se sont donné le luxe de brûler plusieurs engins. À l'étape des questions-réponses, la société civile a salué la détermination de Fifi Massoukaseni à changer véritablement l'image de la capitale mondiale du cobalt, traduisant ainsi en action la volonté politique du président Félix Tshisekedi. L'émissaire de la chef de l'exécutif provincial a par ailleurs réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement provincial à poursuivre les efforts de modernisation des infrastructures au Lualaba afin de faire rayonner cette région de la République démocratique du Congo. Jonas Chomela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, prend acte de la décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Moutamba. Pour ce dernier, cette condamnation est un signal fort pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Suivez Jonas Chomela au micro de Souleymane Kalunga. La nouvelle société civile congolaise prend acte de la condamnation de Constant Moutamba à 3 ans de travaux forcés, assortis de sanctions civiles et politiques pour détournement des fonds des victimes pour la construction d'une prison à Kisangani. Cette décision de justice constitue un signal fort dans la lutte contre la corruption et l'impunité et mérite d'être saluée. Cependant, la nouvelle société civile congolaise appelle que la justice doit demeurer impartiale et indépendante. Elle ne saurait être sélective ou instrumentalisée. De nombreux autres dossiers similaires, des détournements, des corruptions demeurent sans suite. Le peuple congolais attend que la même rigueur soit appliquée à tous sans exception. La nouvelle société civile congolaise appelle à la réouverture, par exemple, du procès dit de 100 jours, afin de démontrer que la lutte contre la corruption ne se limite pas aux cas isolés, mais constitue une volonté réelle de restaurer l'état de droit et de mettre fin à l'impunité. Enfin, la nouvelle société civile congolaise encourage la justice congolaise à poursuivre cette dynamique, à faire respecter les lois de la République et protéger les biens publics dans l'intérêt de tous les citoyens du Congo. Football à présent, en prévision du match prévu ce 5 septembre 2025 à Juba, les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur entraînement pour les comptes des éliminatoires du Mondial 2026. Suivez. Réglage est la première séance d'entraînement. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont foulé la terre soudanaise pour leur préparation en vue du choc de ce vendredi 5 septembre face au Sud-Soudan, match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous l'œil attentif de l'entraîneur français Sébastien Desabre, les joueurs ont multiplié les exercices physiques entre travail dans des salles de gym et la touche de balles sur les pelouses. Les tout marqués par la détermination de chacun, conscient de l'importance de cette rencontre cruciale. Ce duel contre le Soudan du Sud s'annonce décisif dans le groupe B où les Léopards mènent la danse avec 13 unités, 12 pour le Sénégal à la 2e place. Le Soudan vient à la 3e position avec 11 points. Rappelons que la RDC affrontera également le Sénégal au stade de Martyrs le 9 septembre prochain, juste après la rencontre de Juba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré les représentants de l'opposition congolaise, notamment la coalition Lamuka, dirigée par Martin Faylou. Vous venez là de suivre Prince Epegei, l'un des communicateurs de la coalition Lamuka. La première ministre Judith Suminwa a dirigé une rencontre entre le gouvernement de la RDC et la délégation de l'Émirat du Qatar, conduite par son Altesse Cheikh Samour Bin, membre de la famille régnante. Au cœur de cette rencontre, la présentation d'une lettre d'intention portant sur un investissement de près de 21 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières, Jacques Chabani, s'est entretenu avec le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Au menu de leur échange, des questions sur le gouvernorat de la province ainsi que celles liées à la mairie de Lubumbashi. Vous venez là de suivre le député national Serge Condé dans cet extrait que vous propose notre rédaction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.